grille à l'international, avec des projets emblématiques. Alors évidemment en France, bien sûr, hein, mais aussi à l'international. Et donc pour nous, il était important de répondre à la question qui était posée, dans la mesure où il est dans notre ADN de répondre aux attentes des industriels. L'ESB a été fondé par des industriels et dirigé par des industriels, et notre vocation, c'est de répondre à leurs attentes. Pour nous, on y a vu aussi le moyen de mettre en évidence deux compétences majeures de l'école, que sont d'une part la conduite de projet, et c'est bien de ça dont il s'agit. Et la deuxième chose, c'est une maîtrise des matériaux biosourcés d'une manière générale, et du bois en particulier, dont on sait que les agencements sont un lieu d'utilisation majeur. Il n'y a pas que le bois. Il n'y a pas que les matériaux biosourcés. Je pense que Philippe nous expliquera dans quelle mesure, effectivement, ils mettent en œuvre des minéraux, des matériaux souples, etc., etc. En tout cas, l'ESB était en capacité de répondre à la demande, et c'est ce qu'on a fait avec ce master qui vous sera présenté ce midi. Donc, j'espère que vous apprendrez des choses pendant l'heure qui va suivre. En tout état de cause, on est et ce midi et à partir de ce midi à votre entière disposition pour répondre aux questions que vous pourriez vous poser, de telle sorte que vous rejoigniez le projet, soit en tant qu'apprenant, entre guillemets, soit en tant qu'entreprise en demande, en besoin de ces profils-là. Et je sais que pour avoir vu qui était présent ce midi, il y a des attentes en la matière qui pourront s'exprimer. Donc voilà, Coralie, ce que je pouvais dire sur cette introduction, cette genèse du projet. Merci Arnaud. J'en profite pour préciser qu'on relève vos questions dans le chat, donc on va essayer de les poser à Philippe de Navitte et puis ensuite à Romain au fur et à mesure que vous les posez, et si jamais on en a raté quelques-unes, on les prendra à la fin. Donc n'hésitez pas à les mettre pendant l'intervention de Philippe sur le chat. Donc on va passer maintenant la parole à Philippe de Navitte, qui est président du groupe Malvaux et de groupement Contract de l'ameublement français. Philippe, je te laisse la parole. Merci Coralie. Alors effectivement, au travers de ma fonction de président du groupement Contract, j'ai participé aux échanges avec Arnaud depuis le début du projet, mais ce projet construit aujourd'hui avec l'ESB, et entre l'ESB et à la demande de l'ameublement français, mais avec l'ESB, répond à une demande pressante que nous avions, nous, au sein du groupe, et je vais essayer de vous l'exprimer de la façon la plus simple possible, et elle est partagée avec un grand nombre d'agenceurs, à savoir qu'aujourd'hui, on a rapidement, pour vous contextualiser, au sein du groupe, on a trois entreprises dédiées à l'agencement sur un positionnement plutôt haut de gamme, qui sont Malvaux Intérieur, JAM 1840 et Malvaux Naval. La première a plutôt une destination sur du résidentiel, enfin des projets résidentiels de luxe en France et à l'international. Le deuxième sur l'hôtellerie, avec une montée en gamme sur le 5 étoiles et les palaces en France et à l'international. Et puis la troisième, qui est Malvaux Naval, est une entreprise qui fait de l'aménagement à bord des paquebots de croisière, donc qui est basée à Saint-Nazaire et qui a pour principal client les chantiers de l'Atlantique, mais là aussi avec une montée en gamme des bateaux qui nécessitent de monter en compétences et notamment en savoir-faire. Donc au sein du groupe, depuis au fur et à mesure des intégrations de ces entreprises, puisque nous avons aussi d'autres métiers dans le panneau, mais au sein de l'intégration des entreprises, nous avons des collaborateurs qui étaient présents dans ces structures, qui avaient souvent des formations terrain, qu'elles soient commerciales ou qu'elles soient issues des métiers du bois, qui leur permettent de répondre à l'expérience, aux besoins des marchés, sans avoir pour autant eu ou connu une formation complète sur la gestion de projet. Et quand ils sont avec un profil plus commercial, on va dire sans avoir l'expérience métier qui leur permet d'apporter des solutions sur les grands enjeux qu'on rencontre aujourd'hui, à savoir l'éco-conception, l'utilisation des matériaux biosourcés, voilà, l'évolution en tout cas des produits, des matériaux et des moyens de les concevoir. Donc, c'est en cela que c'était important de faire se rejoindre l'ameublement français et l'ESB pour construire cette solution et pour répondre à ces attentes.
Voilà, en fait, cette attente, ce constat que j'ai pu faire au sein du groupe au fur et à mesure de l'intégration de ces entreprises, je le partageais avec d'autres acteurs de la filière d'agencement et avec des groupes ou des entreprises de taille plus petite qui, je vois d'ailleurs Angélique de ASAP qui nous rejoint, bienvenue, ça fait partie des entreprises qui sont concernées par ces problématiques de formation, puisque en intégrant des structures multiples, on a ces profils, on a souvent ces profils ou cette problématique partagée sur le format des chargés d'affaires et leur capacité à monter en gamme et à prendre des projets de plus grande taille et aller surtout accompagner l'entreprise à l'international. Donc, est-ce que pour nous illustrer les défis que ces collaborateurs ont à relever, tu peux nous prendre les étapes importantes? On a quelques belles images des réalisations de Malvo en support. Si on part du début, quelles problématiques a-t-on à gérer quand on en est au stade du cahier des charges et de se poser la question de savoir si on répond ou si on ne répond pas Alors, en fait, le début de la mission, la mission du chargé d'affaires en agencement, c'est vraiment, on est dans un management de projet qui va depuis la genèse d'un projet d'agencement, c'est-à-dire le début de la relation commerciale avec un client, un architecte, un maître d'ouvrage ou un maître d'œuvre, voire même des AMO. En tout cas, sur la partie amont du dossier, on rentre par la relation commerciale et on sort par la livraison d'un produit fini qui a répondu à l'ensemble des attentes du maître d'ouvrage sur le projet. Donc, on va de A à Z et donc on démarre par la prospection, offre commerciale, élaboration de l'offre commerciale. Donc, on a besoin, à ce niveau-là, on est dans un niveau d'ingénieur commercial avec une capacité à être l'interlocuteur de l'ensemble des parties et de bien comprendre les attentes que sont celles de l'architecte, que sont celles des autres corps de métier, que sont celles des maîtres d'ouvrage en fonction de la typologie des dossiers, puisqu'en fonction le parcours commercial n'est pas le même pour tous les dossiers. Il peut être très différent, qu'on soit sur un projet d'une chaîne ou d'une enseigne, ou que l'on soit sur des projets plus privés ou plus uniques, en tout cas. Oui, ça c'est un élément important, parce que ça veut dire que les collaborateurs qui ont à gérer ce genre de projet vont pas forcément être spécialisés et sont amenés dans leur vie dans l'entreprise à toucher autant à l'hôtellerie qu'à du résidentiel haut de gamme ou à un projet d'hôtellerie pour les chambres ou pour les lobbies. Donc les cibles sont variées. En général, dans les entreprises d'agencement, vous avez affaire à des typologies de clients qui sont quand même variées. Alors, effectivement, d'une manière générale dans l'agencement, mais tout autant dans le luxe, ou en tout cas dans la partie qui nous concerne, qu'on a caractérisé l'autre facture, mais qui est la partie, on va dire, le haut du panier de l'agencement, que ce soit dans le résidentiel ou dans l'hôtellerie ou dans le naval. Vous avez devant vous une photo qui est l'exemple d'un hôtel qui a été réalisé pour un chef étoilé. C'est une pièce unique, il n'y aura pas d'autres projets avec cette personne. Donc ça veut dire qu'on s'est retrouvé à la fois avec des décorateurs et un propriétaire très investi dans le projet, qui n'ont pas d'expertise ou pas d'expérience sur ce type de projet, et pourtant ça a été une réussite. Ça veut dire que le chargé d'affaires a, dans ce projet-là, dû s'adapter à la typologie des intervenants, des interlocuteurs, qui peuvent être moins structurés, ou en tout cas avoir moins d'expérience que dans des projets plus récurrents. Si on avance un peu dans les photos qui sont dans la présentation, on verra d'autres projets. Oui, on est du sur-mesure, on est sur du one-shot. Il faut aller à la rencontre du maître d'ouvrage, comprendre ses problématiques, son métier, et quelque part être curieux comme beaucoup, mais à un moment, il faut être curieux des problématiques de son client, peut-être un peu plus que dans d'autres métiers. Et bien comprendre qui sont les décideurs et quelles sont leurs capacités à agir. On va avoir dans certains projets des propriétaires qui vont prendre la main sur le design et la conduite de chantier, et on a dans d'autres projets des investisseurs qui n'ont
qui font appel à l'assistance à la architectes. maîtrise d'ouvrage ou qui se détachent ou qui reportent sur l'architecte la responsabilité du chantier. Donc, on a toutes ces typologies d'intervenants qui peuvent être les correspondants du chargé d'affaires. Donc, il faut avoir cette capacité à s'adapter aux uns et aux autres pour constituer l'offre au départ, pour arriver à écouter et à bien entendre quelles sont leurs attentes, et puis pour répercuter dans l'entreprise tous ces besoins, de façon à faire travailler dessinateurs, bureaux d'études sur l'élaboration de la proposition commerciale. Justement, là, tu parles des équipes en interne, donc qui vont être les interlocuteurs de ton chef de projet pour ce type de chantier, par exemple, si on parle de l'hôtel Fleur de Loire? Alors, En interne? En interne, on va avoir, ça va être fonction de la taille de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a chez certains agenceurs la fonction de directeur des travaux qui est souvent prise en compte, qui est souvent dans la main du dirigeant, on va dire pour les entreprises de taille moyenne ou les plus petites tailles. Et puis, on va avoir des directeurs de travaux qui vont eux-mêmes reporter un directeur général dans des entreprises de taille plus importante. Donc, ça va être l'un ou l'autre, mais c'est cette fonction de directeur de travaux qui vont devoir piloter avec les dessinateurs, avec les équipes de chiffrage, toute la partie amont du dossier, être source de propositions sur les matériaux. On a aujourd'hui une demande qui évolue sur l'éco-conception, sur le rétrofit, enfin les possibilités de rétrofit, sur l'utilisation de matériaux éco-conçus. Donc, on a des demandes de plus en plus importantes. Et là, c'est les équipes en interne qui doivent accompagner le chargé d'affaires et apporter les réponses au chargé d'affaires. Et puis, bien sûr, mettre en œuvre, au travers de plans d'exécution qui vont être présentés aux clients, le projet. Tu peux nous illustrer un exemple de problématique d'éco-conception ou d'un matériau particulièrement innovant que vous avez eu à gérer dans un des projets dont on a les belles images derrière? Alors, je vais faire une réponse de Normand. Parce qu'il y a le discours, il y a la volonté générale et il y a l'utilisation qu'on en fait dans l'univers du luxe. Aujourd'hui, l'univers du luxe est pas totalement raccord puisque on a encore un choix des matériaux qui se fait très en amont au niveau des décorateurs, et quand ils ont une idée en tête, il est compliqué aujourd'hui de leur faire changer d'avis. Donc, sans être critique, mais une réalité. Il y a une réalité, il y a encore des usages. On va encore utiliser des matériaux qui sont de provenance lointaine, voire complexe en termes d'approvisionnement ou de sourcing, qui ne sont pas forcément les matériaux les plus éco-conçus. Donc, on doit encore s'adapter. Il n'empêche que le travail des équipes, c'est bien d'apporter des solutions. On va plutôt trouver dans le moyen de gamme aujourd'hui des concepts d'hôtellerie qui se sont, eux, développés sur du réemploi, sur l'éco-conception. Et là, effectivement, il y a un travail d'interface entre les bureaux d'études pour arriver à élaborer les produits qui répondent aux attentes et aux ambitions de ces clients-là. Sur le segment luxe, c'est plus compliqué aujourd'hui à illustrer. Pourtant, je me souviens, je crois, d'un restaurant que vous avez réalisé, si je ne me trompe, avec un restaurateur qui avait choisi d'afficher la frise des températures, la frise des températures, je ne sais pas comment on l'appelait. Donc, quelque part, il avait une sensibilité sur ce sujet. Je vois qu'Edwin est branché dans le chat, donc s'il a un commentaire à faire sur le sujet, il peut lever la main, puisqu'il est dans la liste des visiteurs. Mais il est présent. Un témoignage sur le sujet. Edwin, un témoignage peut-être? Bon, apparemment pas. Ok. Alors, oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Oui, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui nous demandent d'avoir cette réflexion éco-conçue. Donc, on est plutôt dans une recherche de proximité. L'hôtel que vous avez sous les yeux en photo, c'est un chef étoilé à Blois qui voulait absolument passer avec un agenceur qui soit à proximité. Donc, on n'était franchement pas très loin de lui. C'était circuit court, sur un circuit court. Voilà, sur un circuit court, avec des produits qui correspondaient à ses attentes. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas non plus des bois riches qui venaient de très très loin. Il voulait plutôt du chêne teinté, verni, qui était fait dans nos ateliers par des ressources et des compétences dans nos ateliers. Voilà. Ça, c'est vraiment ce que certains clients recherchent. Après, quand on est sur des agencements qui peuvent être un peu différents, les clients peuvent nous demander des bois qui sont plutôt
alors, circuit court, mais aussi avec une certaine valeur ajoutée. On a fait un hôtel à Bordeaux. À Bordeaux, le client, qui est un franchisé du groupe Accor, voulait du peuplier. Un bois local, donc qui a été sourcé dans la région Poitou, qui a été fabriqué dans nos usines pour faire des panneaux de contreplaqué en Charente-Maritime, qu'on a transformé dans la région de Nantes et qu'on est allé poser à Bordeaux. Donc ça reste dans un circuit quand même très local et le client a communiqué autour de ça parce que ce sont des valeurs fortes qu'il veut véhiculer auprès de sa clientèle. D'accord. Donc ça rentre dans nos appels d'offres aujourd'hui. Merci pour ce témoignage. Des problématiques, alors qui ne sont pas forcément mais au moins le circuit court, c'est quelque chose de concret dès aujourd'hui. Oui. L'éco-conception est un peu plus loin, on n'y est pas encore. Voilà. Quels sont les éléments qui te semblent importants dans l'étape de l'étude du cahier des charges et qui vont être des warnings particuliers sur lesquels vont travailler les chargés d'affaires, les chefs de projet qui vont être amenés à piloter des chantiers de cette envergure et de cette exigence? C'est la maîtrise du temps et des savoir-faire. C'est-à-dire que le chargé d'affaires va vraiment être celui qui va apporter les réponses et qui doit être permanent en réflexion sur cette capacité de l'entreprise à répondre aux attentes du client ou du designer, qui est souvent très exigeant et qui peut, par un manque de précision dans la définition des cahiers des charges, entraîner des dérives dans la mise en œuvre du chantier, dans l'exécution du projet. Un projet d'hôtel 5 étoiles, c'est 1 à 2 ans d'agencement entre le début, c'est-à-dire l'ouverture du cahier des charges, le lancement du projet et la livraison, ça va entre 1 et 2 ans. Donc, c'est des périodes qui sont longues et tout ce qui n'est pas anticipé ou correctement anticipé dans la partie amont va se décliner en difficulté ou en problématique de livraison et donc report dans le chantier. Donc ça veut dire que c'est important de canarder le cahier des charges pour s'assurer d'essayer peut-être de le préciser un peu mieux, de le faire préciser un peu mieux. Oui, et puis de s'assurer aussi que la sous-traitance, puisque comme le disait Arnaud, quand on fait un projet d'agencement et que vous voyez un spa sous vos yeux, alors même s'il y a du bois, il n'y a pas que du bois quand on fait des spas, il y a beaucoup d'autres matériaux, il y a du minéral, il y a moins de métal quand il y a de l'eau, mais il y a souvent du métal, il y a la matière minérale qui rentre en compte et il est important de bien cadrer qu'on a un savoir-faire, une connaissance sur les matériaux qui sont les plus proches de nous, comme le bois, mais il faut reporter ces problématiques et l'ensemble de ces problématiques sur les autres partenaires ou sous-traitants ou fournisseurs des autres matériaux pour les faire réagir de la même façon et éviter les problèmes qu'on rencontrera plus tard dans le chantier. Et donc, le bon déroulé du chantier dépend vraiment de cette capacité du chargé d'affaires à soulever toutes les problématiques avec son client et à bien calibrer les échéances et les plannings de chantier. Et donc, en interne, mais y compris avec les sous-traitants qui vont contribuer à la réalisation du projet. Y compris avec nos sous-traitants. On a bien sûr des matériaux avec lesquels on est très à l'aise, mais il arrive et on a eu des périodes, si vous vous rappelez, les hôtels locaux faits par Philippe Starck il y a 10 ans ou il y a 15 ans, il n'y avait pas un bout de bois à l'intérieur. Donc les sous-traitants de l'agenceur étaient des fournisseurs de tissus, enfin des tapissiers, des marbriers, des verriers, voilà, des gens qui fournissaient d'autres types de matériaux que du bois. Les serruriers. Les serruriers, donc il faut vraiment les mettre face aux enjeux du projet. Donc, ça veut dire que c'est une fonction qui est beaucoup en interaction, que ce soit avec les autres corps de métier sur le chantier, avec les équipes en interne, et puis aussi avec les entreprises qui travaillent pour Malvaux ou pour l'agenceur en général, qui sont d'un autre métier. Donc, il faut être aussi curieux de découvrir les métiers des autres pour pouvoir répondre avec leurs solutions en tant qu'entreprise co-contractante du projet. C'est vraiment, Arnaud le soulevait tout à l'heure, c'est la motivation de développer ce projet de formation avec l'ESB est basée justement sur cette capacité
aujourd'hui d'avoir une maîtrise des matériaux, une bonne connaissance des matériaux. On n'est pas juste dans la délivrance d'une conduite de projet et de la gestion de planning. Il doit y avoir une interaction entre la conduite de projet et la gestion des matériaux, qui est très importante. Donc c'est important d'avoir une sensibilité technique forte et une appétence pour les sujets techniques parce qu'on a des vrais problèmes, des vrais problèmes à résoudre souvent. Exact. Un problème épineux qu'il a fallu résoudre à l'hôtel Aubusson, par exemple. Aubusson, non, mais on peut prendre un exemple dans les... Nautisme peut-être ou... Non, je prendrai un exemple dans les Tours du Haut où on a fait un restaurant avec un produit en provenance, un produit choisi par Philippe Stark, qui est un produit en provenance du Japon, qui est sensible, un produit très sensible, enfin photosensible, et donc des difficultés sur les choix des matériaux où on n'a pas de lisibilité. Stabiliser la couleur. Pas de contrôle sur l'origine de la fourniture ou sur l'industriel qui fournit, et on accepte de s'adapter et à poser ces produits ou à les mettre en œuvre sans avoir finalement beaucoup de garanties sur la stabilité ou la tenue du produit dans le temps, et au final ça retombe sur le problème de l'agenceur. Donc arriver à faire comprendre aux clients qu'il faudrait changer de matériaux ou c'est souvent très compliqué quand on a un designer de renom en face de soi, et ça fait partie des enjeux et des casse-têtes pour un chargé d'affaires, parce qu'il faut à la fois répondre aux attentes du designer de premier rang, faire comprendre aux clients que notre responsabilité ne peut pas être engagée sur ces matériaux-là, et trouver les solutions quand le problème va se déclencher, parce qu'il va se déclencher. Et donc, les managers de projet sont aussi des managers d'équipe. Donc, sur le chantier, quel va être leur rôle et qu'est-ce qui va être important pour réussir le projet une fois qu'on a les équipes sur place? Alors, ce ne sont pas des conducteurs de chantier. C'est-à-dire qu'ils ont un pilotage de projet, mais ils ont une interface avec le directeur des travaux, le directeur général de l'entreprise sur la partie exé. Donc, ils doivent en permanence être en interaction avec le pilote opérationnel de l'exécution, de la même manière qu'ils le sont avec les pilotes opérationnels de leurs clients, que ce soit l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, l'entreprise générale qui aura contracté le projet, voire l'architecte éventuellement. Donc, il est vraiment pilote au sens interface, mais il n'est pas en management direct des équipes opérationnelles. D'accord. Alors ça, c'est une organisation Malvaux. On peut trouver dans des entreprises qui seront un petit peu plus petites des managers de projet qui auront éventuellement à encadrer des équipes sur place, même s'il y a un chef de pôle. Alors, on peut le trouver, mais très sincèrement, ce n'est pas le même métier. Et je déconseillerais à un agenceur sur des grands... Je parle de grands projets, je ne parle pas d'une maison particulière ou d'un projet de CSP+, d'un appartement de CSP+, dans Paris. Je parle d'un grand projet. La conduite de projet en soi ne permet pas d'être dans le management des équipes. D'accord. Par contre, ça va être plus le management des agents de maîtrise ou des autres chefs d'équipe de l'entreprise. Exactement. Ou la collaboration à la bonne réussite c'est la collaboration. Après, la direction des travaux peut être déléguée au sein de l'entreprise sur le conducteur de travaux. Donc, ça sera l'interlocuteur du chargé d'affaires. Mais ce n'est pas en aucun cas lui qui doit gérer et piloter au quotidien les équipes opérationnelles. Autrement, il sort de son rôle et il n'est plus en capacité de piloter. D'accord. À un moment, donc, les chantiers se passent et il faut aussi savoir regarder derrière soi et faire le bilan de l'opération, qu'il soit qualitatif ou quantitatif. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui est confié au manager de projet chez Malvaux? Alors, d'une manière générale, c'est la fonction du chef de projet, donc du chargé d'affaires. Il doit assurer le suivi, la coordination, le reporting, tirer le bilan, en fin d'affaires. Il doit faire bien sûr sa gestion administrative et la gestion financière de son projet. Donc, il est responsable de son projet dans la globalité, avec l'ensemble des outils dont
qu'il a besoin de mettre en place pour ça, notamment en termes de reporting, de remontée d'informations, et puis de retour d'expérience, parce que chaque chantier est différent, de chaque typologie de marché, on apprend parce qu'on n'a pas forcément les mêmes interlocuteurs, on n'a pas les mêmes typologies d'intervenants, le même nombre de sous-traitants. Voilà, on nous impose parfois un certain nombre d'acteurs ou d'interlocuteurs avec lesquels on n'a pas l'habitude de travailler. Donc tout ça, c'est du retour d'expérience et c'est ce qui enrichit le savoir-faire du chargé d'affaires au fur et à mesure du temps. Sur ce point-là, j'espère qu'en formant les gens, on arrivera à les fidéliser aussi parce que c'est un métier où l'expérience compte beaucoup. Puisque chaque chantier étant différent, ils sont toujours confrontés à des situations nouvelles et pour ce faire, l'expérience aide beaucoup. Et c'est vrai que ça ne correspond pas tout à fait au monde du travail dans lequel on évolue actuellement, avec beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, et donc des pertes de savoir-faire chaque fois qu'on change de chargé d'affaires. Ouais, il faut pouvoir capitaliser ça dans les entreprises, c'est essentiel. Tout à fait, tout à fait. OK. À quel niveau de management se situent ces collaborateurs? Est-ce qu'ils font partie aussi de la vie de l'entreprise pour que leur expérience puisse servir dans peut-être la stratégie que va vouloir développer l'entreprise? Est-ce que vous les sollicitez pour avoir leur message de retour aussi sur comment les choses se passent? Peut-être même pour dire, je ne sais pas si on a le droit de dire ça, mais il me semble que ça existe, de se dire, ben, voilà, ce type de chantier, c'était formidable, mais c'est très compliqué, ou ce type de prescripteur, c'est aussi très compliqué, il faut savoir se le dire parfois. C'est aussi leur rôle. Bien sûr, leur rôle, c'est de faire le retour d'expérience pour être au service de nos clients, mais c'est aussi de faire le retour d'expérience au service de l'entreprise pour faire les choix, les bons choix, pour savoir à qui on répond, avec qui on veut travailler. Il y a des clients avec qui on ne veut pas travailler. Je pense que chaque agenceur, s'il y a des agenceurs autour de la table et qui veulent manifester sur ce sujet, qui s'expriment, mais je crois que dans toutes les entreprises d'agencement, on a des clients qui sont blacklistés. Blacklistés parce que c'est des mauvais payeurs, blacklistés parce que c'est des gens qui passent leur temps à réclamer, qui sont dans la réclamation permanente, blacklistés parce qu'ils ont une vision contractuelle du contrat qui va au-delà de l'éthique qu'on veut s'accorder, etc., etc. Blacklistés parce que dans leur mode de fonctionnement, il y a des choses qui ne correspondent pas à nos valeurs. Et on se doit de faire ces choix parce qu'on ne peut pas travailler avec tout le monde d'abord, et que la réussite d'un projet, elle passe par une très bonne compréhension et une adéquation entre la capacité de l'entreprise et les enjeux du client, de son client. Donc, capacité de l'entreprise à répondre aux enjeux de son client. Donc, si on n'est pas totalement aligné, on doit faire des choix. Et effectivement, les chargés d'affaires sont très sollicités. On va dire que le patron d'une structure d'agencement, c'est le super chargé d'affaires, hein, puisqu'il est toujours directement ou indirectement dans ce rôle d'interface avec le commerce. Et donc, il a aussi cet œil-là, mais il s'appuie sur le retour d'expérience de ses équipes et de ses chargés d'affaires pour faire les bons choix sur à la fois la façon dont on fait évoluer nos organisations pour mieux répondre à nos clients, mais aussi pour arbitrer sur les marchés ou les clients vers lesquels on ne veut plus aller ou moins aller. Ça veut dire qu'il faut garder la tête froide entre les noms célèbres, les lieux prestigieux, les matériaux extraordinaires qu'on est susceptible de travailler, mais aussi à la fin les problématiques de l'entreprise pour laquelle on travaille. Après, bon, on voit les réalisations de Malvaux, c'est vrai que ça pourrait faire rêver beaucoup de gens de travailler sur ce genre de projet. Mais il faut aussi garder la tête froide. Oui, ben là, c'est un très bon exemple. Vous avez l'hôtel Scribe à Paris où il n'y a pratiquement pas de bois. Donc, on est vraiment, on pourrait se dire, mais pourquoi c'est Malvaux qui a fait ce projet? On est dans un pur projet d'agencement. Et là, toute la réussite de ce projet, où il y a effectivement beaucoup de serrurerie, beaucoup de travail des minéraux, etc., dépend de la capacité du chef de projet et de la qualité du travail du chef de projet, donc du chargé d'affaires sur cette opération.
qui a été rondement menée. Ça a été fait avec Tristan Auer et c'est une très belle réussite. Et voilà, on ne peut que se féliciter de ce projet qui pourtant est le plus éloigné de nos savoir-faire historiques du bois. Oui, parce qu'on dit l'agenceur, c'est souvent quelqu'un qui agglomère les savoir-faire des autres. Encore le scribe. Encore le scribe. Bon, c'est un bon exemple de projet, puisqu'effectivement, là-dessus, l'interface à la fois avec l'architecte et avec l'ensemble du réseau de sous-traitance est la réussite, est la clé de la réussite de ce projet. Donc, le chargé d'affaires doit être en capacité de s'adapter en permanence aux différentes typologies de projets, même si on est globalement dans le même univers, dans un univers qui est plutôt sur le segment luxe, que ce soit l'hôtellerie ou résidentiel de luxe. Un mot sur le nautisme, on a quelques photos à la fin, là, sur les projets que Malvaux a réalisés, sur des paquebots. Alors, je distinguerais nautisme et naval, hein, puisque le nautisme, pour le nautisme, on réalise, nous, des agencements qu'on va livrer à des industriels qui eux-mêmes vont les poser à bord de leur bateau. Hein, c'est le marché de la plaisance. Et dans le naval, c'est ce qu'on appelle l'activité des chantiers de l'Atlantique avec notre structure Malvaux Naval. On va travailler avec les chantiers sur l'aménagement d'espaces publics qui nécessitent de la proximité, mais une interaction avec un grand nombre de corps d'État, et une grosse interaction chantier, puisqu'on travaille à bord dans un espace clos avec des dizaines d'entreprises autour de nous. Des problématiques logistiques. Et là, on est purement dans de la méthode. Là, c'est vraiment, en termes d'apprentissage pour un chargé d'affaires, c'est l'endroit où il va pouvoir vraiment découvrir ce qu'est la méthodologie, puisque les chantiers ne font qu'apporter, les organisations achats des chantiers sont des supports méthodes pour leurs fournisseurs, et ils les accompagnent dans la gestion des plannings, le suivi en permanence, le recalage en permanence des étapes des projets. Donc c'est très méthodique, mais en même temps très riche, parce que beaucoup d'interactions avec beaucoup de corps de métier dans des espaces qui sont assez limités. Donc c'est une très très bonne école pour apprendre à travailler sur les chantiers de façon autonome pour un chargé d'affaires. C'est formateur après pour les autres. Quand on sait faire ça correctement, ça veut dire qu'on est capable d'aller en interaction avec beaucoup de monde sur des chantiers compliqués. Voilà. D'accord. Philippe, je te remercie pour ce témoignage et puis l'illustration à travers ces chantiers qui sont magnifiques. Je vais passer la parole à Romain qui va nous expliquer comment l'ESB a construit une solution pour répondre à la demande des entreprises d'avoir des collaborateurs qui savent faire tout ça. Très bien. Merci Coralie, merci Monsieur Denavid. Donc, je vais vous proposer la solution de l'ESB. Donc, c'est un master spécialisé qui est titré Management de projet d'aménagement et d'agencement, où effectivement, le but du jeu, ça va être de reprendre un petit peu tous les éléments qui ont été évoqués aujourd'hui. Donc, en termes administratifs, le programme donc, prévoit 11 unités d'enseignement avec plus de 300 heures de cours sur une année. Donc, ça fait quelque chose d'assez dense. Et comme on est en format Bac+6, il faut vraiment avoir en tête que on va avoir des méthodes pédagogiques qui vont être un peu différentes avec beaucoup d'intervenants professionnels pour avoir un peu une idée de masterclass. Se dire, on va prendre un thème et puis on va y aller avec des pros pour que les gens puissent réfléchir et vraiment qu'ils comprennent les réalités du terrain et qu'ensuite, ils puissent construire leurs compétences dessus. Et avec ça, on va toujours avoir des enseignements théoriques pour prendre du recul et justement essayer de faire en sorte que ces futurs chargés d'affaires puissent lever le nez du guidon et être capable de regarder les différentes étapes de façon plus lucide. Et en termes de méthode pédagogique, toujours, on va avoir des exercices qui vont être et individuels et collectifs au cours de l'année pour s'assurer de la compréhension, on va dire, de toutes les compétences par l'ensemble des apprenants. Et il y a un dernier point qui est assez intéressant, on va revenir dessus, mais il y a un soutien à la rédaction d'un mémoire, puisqu'en fait, les étudiants vont devoir rédiger une thèse professionnelle, c'est-à-dire un travail de réflexion sur le secteur d'activité d'une entreprise
pour essayer de proposer des solutions à des grandes problématiques. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on propose parce qu'on est notamment accrédité conférence des grandes écoles. Tu veux bien changer, Anne-Charlotte? On est donc accrédité conférence des grandes écoles sur la mention master spécialisé. Donc, c'est un bac plus 6 qui est reconnu par l'ensemble des organisations professionnelles comme étant vraiment une année de spécialisation. Donc, la formation se déroule sur 12 mois et en alternance. Donc, l'alternance, on a choisi de faire un format un peu particulier avec plutôt 1 mois de cours à l'école et 2 mois de présence en entreprise. Donc, c'est vraiment pour renforcer un petit peu le côté workshop sur les mois d'école assez intenses et après 2 mois en entreprise pour aussi avoir le temps de suivre des projets et de rentrer dans le détail des projets et pas d'être dans des temps trop fractionnés qui sont très utiles pour des formations, on va dire, avant le bac plus 6, mais peut-être pas forcément le plus utile pour la formation qu'on propose nous. Et au niveau du programme, donc la prochaine slide va pouvoir nous permettre d'éclairer ce point-là. Donc l'idée, c'est de reprendre en fait les différentes phases d'un projet d'aménagement et d'agencement avec donc des périodes d'1 mois de cours. Donc il faut se dire que sur la première période, c'est 1 mois à l'école et dans ce mois-là, on va revenir sur le premier mois, sur la notion de métier, bien comprendre les différents marchés, les différents secteurs. Et ensuite, ce que M. Denavit a proposé tout à l'heure sur la notion de cahier des charges. C'est vraiment la première notion pro qui va être mise en avant dans l'école, là, sur la formation, pour comment on le rédige, comment on va discuter avec les gens pour être sûr d'obtenir le cahier des charges qui est conforme aux attentes de tout le monde et sur lequel on pourra travailler dessus. Après la deuxième période, donc on a mis management opérationnel, interculturel, appel d'offres. Donc là, l'idée, c'est de savoir aussi comment se construire en tant que manager de projet et comment on va devoir interagir avec d'autres personnes. Donc ça, c'est quand même des notions qui sont clés. C'est pour ça que ça nous paraît important de revenir dessus. Alors, on parle d'interculturel. Peut-être que tu peux expliquer pourquoi, Romain, pourquoi on parle d'interculturel? Tout à fait. C'est qu'on a beaucoup de projets un petit peu haut de gamme qui ont vocation à être mis à l'étranger. Et donc, dans ces cas-là, il faut être capable de manager un projet dans un contexte culturel qui est différent. Et donc, ici, on a des vrais besoins d'accompagner des futurs professionnels à l'international pour qu'ils puissent appréhender un petit peu mieux le choc culturel qu'on va avoir avec des gens qui ne partagent pas nos valeurs ou nos codes. Donc, l'idée, ça va vraiment être d'accompagner à ce niveau-là, à ce management interculturel, avec aussi une notion un peu de droit et de normes à l'international sur quels sont avec le module de droit et de gestion internationale pour essayer de comprendre ça plus finement. Ça, c'était un vrai besoin aussi. Philippe, tu disais que tu avais du mal à trouver des collaborateurs qui soient capables de gérer des projets à l'étranger. Et pourtant, les agenceurs en ont. Et ils ne savent pas forcément y répondre par manque d'une ressource qui soit à l'aise sur des chantiers à l'international. Et ça renvoie au premier point qui est l'origine des chargés d'affaires qui sont dans nos entreprises, qui souvent sont des gens issus du métier, qui sont montés au sein de l'entreprise en devenant conducteurs de travaux, puis progressivement chargés d'affaires, mais qui n'ont pas cette éducation multiculturelle et donc il y a un petit problème de langue qui vient se poser. D'ailleurs, Romain, tu peux préciser l'anglais des affaires? Oui, donc ça, c'est un module qui va être présent sur les 4 mois pour justement accompagner les apprenants dans l'apprentissage de l'anglais et être sûr de pouvoir être en capacité de discuter d'un projet. Alors, il y aura tout le côté un petit peu vocabulaire spécifique à l'agencement et puis aussi au vocabulaire plus spécifique du management de projet pour être capable de communiquer avec des gens en langue anglaise. C'est ce qui va permettre d'avoir un maximum de dialogue au niveau mondial. Merci. Troisième période. Ouais. Belle période. Et après, la troisième période, c'est peut-être celle dans laquelle on va rentrer le plus dans le technique, où on va vraiment être là sur la construction économique et technique d'une réponse. Donc là, c'est savoir comment on va aller faire du sourcing sur des gens différents. Ensuite, quel matériaux on va prendre, avec une présentation aussi de nouveaux matériaux et la notion d'économie circulaire pour accompagner les futurs chargés d'affaires sur la conception de la réponse de manière plus réfléchie, en ayant des parties bien différentes sur les notions économiques, les notions techniques, et puis la notion d'économie circulaire, d'éco-conception au final. Et ça va être vraiment dans cette optique-là que la troisième période va les intéresser.
Et finalement, la dernière période, c'est plutôt le bilan. Quand on parle d'économie d'entreprise, c'est aussi faire les bilans, les reportings financiers du projet et de l'entreprise. Et de la négo commerciale, on l'a aussi mis ici parce que ça nous paraissait plutôt pertinent avec ces notions un petit peu de retour sur investissement et de négociation. Et avec la clôture du management de projet. Donc là, si on le voit, on a bien mis le management de projet au tout début pour avoir les phases. Donc, quelles vont être les grandes phases de notre projet qu'on va ensuite pouvoir mener tout le long du chantier. Et à la fin, comment on clôture ce projet. Donc ça, c'est quelque chose qui nous paraît assez important, avec un aspect suivi de chantier pour comprendre un petit peu les problématiques si on en est loin, pour savoir comment ça va se passer. Et à l'issue faire de ces ce fameux bilan qualitatif et quantitatif et capitaliser sur le retour d'expérience. Oui, tout à fait. Et après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que à l'issue de la 4e période, donc les apprenants repartent 2 mois en entreprise. Et pour clôturer le master spécialisé, il y a la soutenance de la thèse professionnelle qui se fera à l'issue de ces 2 derniers mois d'entreprise. Voilà globalement pour le programme. Donc, il reprend un petit peu les grandes phases et on a essayé de concentrer sur chaque mois. Comme ça, quand les apprenants viennent à l'école, on a quelque chose d'assez intense, assez dense sur une période spécifique. Et ça permettra ensuite à tout le monde de pouvoir avoir un œil nouveau sur les pratiques de l'entreprise et les 2 mois de pratiques professionnelles. Oui, donc on est dans des mini-séminaires sur des sujets donnés très opérationnels. C'est ça. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, on ait des apports théoriques et des apports professionnels pour vraiment forcer les apprenants à se poser des questions, à comprendre comment ça se passe et à être opérationnels. Voilà. Après, si on passe sur le côté plus administratif, au niveau des prérequis, donc comme c'est un master spécialisé, on a quelques contraintes de sélection où vu que c'est un bac plus 6, la règle veut qu'on ait un bac plus 5 pour pouvoir candidater, mais on peut aussi candidater différemment si on a une expérience professionnelle à faire valoir. Donc là, ça sera des études au cas par cas. Je ne peux pas revenir dans tous les détails aujourd'hui, mais sinon, on a la liste des diplômes qui permettent de faire un dossier d'admissibilité de droit. Et après, sur les questions, on va dire, plus personnelles, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous pour qu'on puisse étudier votre dossier ensemble. On renverra à tout le monde les coordonnées de la personne à contacter pour répondre à ces questions qui seront plus spécifiques par rapport aux candidats qui souhaiteraient rentrer dans cette formation. Je pense que juste après, on a la procédure. Voilà. Donc, si pour candidater, ça va se passer par mail. Donc, sur le site internet de l'école, vous aurez toutes les informations pour réaliser ça. Il y aura d'abord un petit forms à remplir pour qu'on puisse connaître votre volonté d'intégrer l'école. Et ensuite, vous pourrez nous envoyer les documents à l'adresse mail qui est située ici. Et là, on étudiera le dossier. Donc, s'il y a du cas par cas à faire, c'est ici qu'on le fera et qu'on reviendra vers les candidats. Et après, si la candidature est retenue, on finalise le processus par un entretien de motivation et pour décider de l'admission du candidat ou non. Et je pense que c'est bon pour moi. Et donc là, il nous reste une bonne dizaine de minutes pour peut-être prendre le temps de répondre à des questions. Merci à tous, Arnaud, Philippe et Romain pour ces éclairages, ces témoignages. Ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions à poser à Philippe ou à Romain ou à Arnaud sur l'école, je vous invite à les poser par le chat ou même à Céline. Oui, je voulais juste intervenir, dire que si vous voulez que je vous envoie la plaquette, vous aurez mes coordonnées derrière, n'hésitez pas, je peux vous renvoyer la plaquette par mail. Donc, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter les gens qui auront participé, il n'y a pas de souci, qui font partie de l'ESB. Merci. Donc, vous aurez un support qui vous donnera un peu plus de détails sur le contenu du master. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions ou peut-être des témoignages d'entreprises qui nous expliquent leurs problématiques par rapport aux collaborateurs qui ont à gérer ce type de projet? Est-ce que, je ne sais pas, Angélique de ASAP, si vous avez
Un mot à nous dire par rapport à… Non, moi j'avais une question, donc bonjour à tous. Bonjour. Angélique Lejeune, je suis responsable développement RH du groupe ASAP. Je suis arrivée il y a 4 mois dans le groupe, donc c'est tout récent. Et je n'étais pas dans la partie agencement avant, donc c'est un métier que je découvre. La question que j'avais, moi, c'était de savoir quand ça allait se mettre en place le master. J'ai loupé le début de la réunion, alors je ne sais pas si ça a été dit. Alors, vous n'avez pas loupé, parce qu'en fait, je crois qu'on l'a oublié de le dire. Donc, c'est un master qui… Romain, je te passe la parole. Oui, l'objectif, c'est de l'ouvrir pour le début du mois de février 2024, excusez-moi. Février 2024, ok. Donc, c'est très bientôt. Et ben, donc moi, je suis fortement intéressée évidemment d'avoir le programme. Si toutefois vous avez besoin d'intervenants, bah, pareil, il ne faut pas hésiter à, ce que j'ai compris, c'était très axé entreprise, donc à solliciter le groupe ASAP. Et au regard de ce que j'ai vu et des problématiques qu'on rencontre, c'est qu'effectivement, moi, le point que j'ai, c'est qu'il y a, comme vous le disiez, Philippe, c'est que nous, parfois, on peut avoir des personnes, des profils qui soient TCE, mais qui manquent de technicité, qui n'ont pas cette notion de bois et tout ça. Donc, on a un accompagnement technique à faire. Et via ce master, je trouve que ça remplit bien aussi et ça va compléter nos besoins. Et en plus, on est, je pense, de façon générale, dans une problématique de recrutement, voilà, métier pénurique, mais comme tout le monde, je pense. Et la dimension internationale, c'est quelque chose qui est intéressant aussi pour le groupe ASAP? Ça peut l'être, oui, tout à fait. Ouais. Pour l'instant, je ne sais pas dire encore s'il y a beaucoup de marchés qui sont à l'étranger. Ça, je n'ai pas le recul nécessaire pour le dire. Mais en tout cas, oui, ça peut être intéressant. J'ai souvenir de très beaux projets d'hôtels 5 étoiles luxe à Londres. Donc, je pense que ça peut aussi correspondre voilà. du J'avoue groupe. que je n'ai pas encore l'ancienneté nécessaire. Mais oui, de toute façon, ça a un intérêt, évidemment. Si je peux me permettre de compléter sur la dimension de l'international, on a aussi des entreprises françaises qui œuvrent en France pour le compte de clients internationaux. Donc la culture de l'international peut aussi s'exprimer en France. Pas obligé d'imaginer forcément aller travailler à l'autre bout de la planète. Il ne s'agit pas forcément de se déplacer là-bas, mais de comprendre le cahier des charges qui vient de là-bas. Oui, c'est important de le dire parce que quand on veut former les gens à une culture internationale, c'est pas forcément pour partir et les envoyer très loin, ce qui peut en effrayer certains. C'est aussi pour être capable de répondre à des clients qui ont cette culture, et on a beaucoup de clients en France, notamment dans le secteur du luxe résidentiel, qui sont des clients d'origine étrangère et avec lesquels il faut savoir travailler parce ils vont prendre leur architecte qui va venir de Londres, ils vont prendre une assistance maîtrise d'ouvrage étrangère, etc., etc. Donc, est-ce qu'on peut dire en conclusion que c'est un métier dont les entreprises ont besoin? Et aussi un métier qui est passionnant pour avoir un nombre d'interfaces important avec des typologies d'interlocuteurs assez variées. On a une question là qui nous arrive de Victor. Quelles sont les différences entre un chargé d'affaires niveau licence professionnelle et un chargé d'affaires niveau ingénieur master dans les tâches qu'il va réaliser en entreprise? Est-ce que le management des projets plus conséquent, la pratique de l'anglais, la connaissance des matériaux biosourcés? Alors, quelle est la différence entre les missions qu'on pourrait confier à quelqu'un qui a ce diplôme et par rapport à quelqu'un qui a une licence professionnelle? Peut-être, Romain, tu peux nous expliquer la différence sur la typologie de formation, puisque à l'école, on forme les deux, je crois. C'est clairement ce que Victor met en avant, c'est le niveau de complexité des chantiers, qui va pas être du tout le même en fonction de la sortie de diplôme. Où au final, en discutant avec Monsieur Denavit la semaine dernière, on se rendait compte qu'il y avait un vrai besoin pour des entreprises peut-être de taille moyenne, puisque souvent la personne qui sera en charge des chantiers complexes, ce sera le dirigeant de l'entreprise, et qui n'a pas forcément dans ses équipes la personne adéquate qui va se charger de ces chantiers complexes-là.
Et le but du jeu, c'est peut-être de faire monter en compétence quelqu'un qui aurait une licence professionnelle pour essayer de lui donner une année de spécialisation de plus et qu'il soit ensuite plus à l'aise pour gérer ces chantiers qui vont être plus complexes. On va vraiment être, je pense, sur de complexité de chantier et de pratique de l'anglais ou pas, mais au moins de connaissances peut-être d'autres acteurs et la connaissance d'autres matériaux, d'autres solutions, d'autres façons de s'organiser. C'est vraiment pour appréhender des choses de plus spécifiques. Alors, une chose, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'anglais, c'est-à-dire que le niveau d'anglais qui est exigé à l'origine, on ne vous demande pas d'arriver à l'entrée de la formation avec de l'anglais courant. Et puis les cours, il y a des cours d'anglais, mais les cours ne sont pas en anglais. Et la thèse pro est en français. Tout à fait. Est-ce que, Victor, on a répondu à votre question? Ok, c'est bon, merci. D'autres questions? Est-ce que on va conclure donc? Arnaud, je te laisse nous dire un mot. Effectivement, enfin, moi j'ai qu'une hâte, c'est qu'effectivement on voit les premières promotions d'apprenants qui rejoignent cette très belle filière. Je l'ai dit tout à l'heure, il me semble que c'est une filière qui gagne à être connue. On a tous l'occasion d'apprécier son savoir-faire. Ce qu'on propose aux apprenants, c'est de passer de l'autre côté du décor et de participer à ces projets, qu'ils soient en France, à l'international, j'ai envie de dire peu importe. J'insiste beaucoup sur la French Tech, la French Touch, pardon. Il y a un réel savoir-faire, il faut l'entretenir, il faut continuer à rayonner à l'international. On a un très bel objet qui est l'agencement et l'aménagement. Certes, c'est porté par l'ESB avec une connotation bois, mais encore une fois, si on comprend bien les problématiques matériaux, que ce soit du bois ou autre chose, enfin, Philippe l'a montré à travers les exemples, on est capable d'intervenir. C'est pas une affaire que de technique, c'est aussi une affaire de technique, mais c'est d'abord et avant tout une question de management de projet, de capacité à faire agir dans une même direction tout un tas d'acteurs qui ont des métiers différents, très complémentaires, et faire en sorte que chacun donne le meilleur pour comment dirais-je, pour le bénéfice du client final. Et effectivement, je pense que pour Philippe et ses équipes, je pense à Edwin qui était aussi présent, c'est quand même une belle fierté de pouvoir agir sur des lieux prestigieux comme ceux qui nous ont été montrés tout à l'heure. Donc, je ne peux qu'inciter les futurs apprenants à nous rejoindre, pas tant l'ESB, plutôt les entreprises en l'occurrence. Philippe, on te laisse le mot de la fin. Moi, j'aurais un petit message d'ouverture, puisqu'aujourd'hui, on a positionné la maîtrise par rapport au segment de l'agencement et on a voulu faire un focus haute facture. Mais on voit une évolution de nos métiers et aujourd'hui, les agenceurs, dans l'évolution de la construction et des marchés de demain dans la construction bois, vont être amenés à développer de la conduite de projet dans des univers aussi complexes qui sont ceux de la construction, avec en face d'eux des interlocuteurs, enfin des entreprises générales qui ont des tonnes d'équipes très rodées et très formées. Et ce qu'on applique aujourd'hui dans l'univers du luxe sera aussi valable demain pour les marchés de l'aménagement intérieur-extérieur, de la construction bois et donc des immeubles à vivre bois qui sont quand même un vrai relais de croissance pour l'ensemble de notre filière. Et je pense qu'on peut, dans l'attractivité que ce master peut avoir pour les jeunes aujourd'hui, effectivement, c'est très agréable de parler avec des stars, des architectes stars et d'être sur des très beaux projets. Mais ça l'est tout autant de contribuer au développement de la filière sur ces nouveaux axes que sont la construction bois et où l'agenceur a toute sa place. Puisqu'on retrouve les mêmes problématiques de conduite de projet. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à élargir au-delà du luxe et du plaisir d'être dans l'univers du luxe. Très bien. Merci beaucoup de votre présence et de nous avoir écoutés. Et puis, merci à Arnaud, Romain et Philippe pour avoir donné toutes vos explications autour de
ce besoin des entreprises et de cette solution que propose le SB.